j'espère que vous m'entendez. Voilà, on a mis la sono. Bienvenue dans cette conférence, qui est la première d'une série qu'on va organiser autour de Taner Akçam. Bienvenue à cette série organisée par le Conseil français arménien et sa plateforme Arm Academia avec les associations locales qui étaient citées, on ne voit plus, mais qui vont réapparaître tout à l'heure sur le PowerPoint. Bienvenue aux édiles municipales, à Gaël Dofri qui représente le maire, à M. Pierre Fiori, au premier président de la République d'Arménie qui sont là au premier rang, et bien sûr, bienvenue et merci de votre présence aux uns et aux autres. Alors, parler associer Arménie et génocide est toujours pour moi un peu problématique. Problématique en ce sens que ça conduit à donner une image un peu victimaire des Arméniens, alors qu'en réalité, les Arméniens ont un capital contributif extraordinaire à la vie économique, politique, scientifique, technologique, culturelle des pays où ils se trouvent, que ce soit en France, dans les autres diasporas ou en Arménie, ils ont ce capital contributif de grande qualité. Mais il faut malgré tout parler du génocide, parce que le génocide n'est pas terminé. Parce que, indépendamment, je dirais, du fait que la Turquie n'a pas reconnu, indépendamment du fait qu'un certain nombre d'autres grands pays, comme Israël, n'ont pas reconnu, eh bien, nos étagères sont pleines de bouquins qui ont évoqué, qui ont parlé du génocide. Depuis les premiers jours, qu'il s'agisse du rapport du comte de Bryce avec Arnold Toynbee, des mémoires de Morgenthau, Lepsius, Nansen, Chomagnan avec Clémenceau, Jaurès et les autres. Et plus récemment, évidemment, Chalian, Ternon, Kevorkian, Duclerc. Nos étagères sont pleines de ces ouvrages. Elles sont pleines de ces ouvrages, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et donc il faut continuer à en parler, parce qu'on voit bien que lorsqu'on arrête d'en parler, même lorsque c'est reconnu, eh bien, le risque est toujours là. On a vu ce qui s'est passé le 7 octobre au Moyen-Orient. Eh bien, il ne faut jamais cesser de parler des génocides. Il faut en parler aussi parce que le spectre d'analyse des génocides évolue dans le temps, et il est en train d'évoluer. Les auteurs dont je parlais se sont penchés sur les massacres arméniens de 1994, 1915, Adana, etc. Mais le spectre aujourd'hui s'élargit. Deux chercheurs de Harvard ont publié en 2019, c'est Penny Morris et Drove Zevi, ont publié un livre qui est assez au titre évocateur, The 30-Year Genocide, qui explique comment le génocide a commencé en 1994 et s'est terminé en 2024 à l'époque, et embrasse les massacres arméniens jusqu'à la prise de la constitution de la République de Turquie par Kemal. Rassurez-vous, je ne vais pas faire toute la conférence, je vais rapidement arriver à la fin de mon introduction. Mais il y a eu derrière Raymond Kevorkian qui vient de sortir son nouvel ouvrage qui s'appelle Parachever le génocide, et là aussi qui embrasse un spectre un peu différent, à savoir sa thèse consiste à démontrer que Kemal Atatürk n'a ni plus ni moins que mis en œuvre les thèses de ses anciens collègues jeunes turcs, anciens collègues qui avaient essayé de l'écarter, mais lui a récupéré le pouvoir et il a mis en place les thèses du comité Union Époque. Et puis il y a surtout cet ouvrage que publie aujourd'hui Taner Akçam, qui apporte lui aussi une vision très particulière, et notre ami Alain Navarra va en parler dans quelques minutes, et il explique comment est-ce que la pratique turque a été en quelque sorte l'apartheid à l'encontre non seulement des Arméniens d'ailleurs, mais des Grecs et des Assyro-Chaldéens. Alors oui, il faut continuer à en parler parce que le spectre continue à se déplacer aussi. Il se rapproche de nous. Regardez ce qui s'est passé récemment en Artsakh. C'est ni plus ni moins la poursuite d'un génocide. Maintenir une population, je dirais, encercler une population, limiter son accès à l'alimentation, à l'eau, etc., en vue de son éradication, son élimination, c'est la définition du génocide. Et du génocide de la part de dirigeants
qui utilise exactement le même vocabulaire que celui de 1915, n'oublions pas. Les Arméniens sont des chiens, les Arméniens sont les restes de l'épée. Les restes de l'épée, ça fait froid dans le dos, parce qu'on entend ça. Et donc il faut en parler parce que M. Erdogan et M. Aliyev ne font que perpétuer au XXIe siècle ce que l'on a connu au XXe siècle. Et c'est à se demander d'ailleurs si l'appartenance de M. Erdogan à l'OTAN et les millions que M. Aliyev dépense auprès des fondations et des bonnes œuvres de l'UNESCO, voire des fondations du Vatican, les rendent davantage respectables. C'est un véritable scandale qui fait que, effectivement, aujourd'hui, le génocide continue à se manifester sous une nouvelle forme. Et donc, en parlant de nouvelle forme, c'est Alain Navarra, qui est docteur en histoire et en sociologie, que tout le monde, j'imagine, connaît, ou a déjà vu un certain nombre de ses productions. Il est notamment connu et respecté pour ses prises de position sur le fonctionnement et la psychologie des diasporas. Je vous invite à lire, si vous n'avez pas encore fait, ces études qui sont extrêmement intéressantes. C'est lui qui va animer maintenant la séance qui suit avec le plat de résistance, qui est la présentation de l'ouvrage de Taner Akçam, non encore rédigé en turc, c'est-à-dire qu'on voit bien quel est l'objectif recherché par cette rédaction qui vise la population et les édiles turcs, et qui sera traduit vraisemblablement dans les mois qui viennent en anglais et en français. Alain, tu as la parole, mon cher. Merci Daniel, bonsoir à tous et à toutes. Alors évidemment, on ne va pas ici prendre la parole longtemps, c'est juste une présentation du professeur Akçam pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Et l'importance de ce livre qui pose une question essentielle, c'est pourquoi aujourd'hui la Turquie est encore loin d'être un pays démocratique, comment les structures étatiques fonctionnent aujourd'hui et comment finalement on va retrouver chez un cousin, je veux dire chez leur frère, ces deux frères d'une nation dans le gouvernement azerbaïdjanais, quelque chose qui relève aussi d'un apartheid envers la population arménienne de l'Artsakh. Alors, Taner Akçam, s'il fallait le présenter, on pourrait le présenter tout d'abord comme un homme extrêmement courageux, parce que pour ce livre, qui a été un livre très important sur le génocide des Arméniens, on a considéré que Taner Akçam était l'un des premiers intellectuels et universitaires d'importance à oser employer ce mot. Je le rappelle, Soykölön est un mot qui vous entraînait en prison, avec l'article 301. Il a été l'un des premiers à l'utiliser. Il a reçu d'ailleurs des mails d'insultes et de menaces à ce propos. Alors, Taner Akçam, c'est l'auteur d'Un acte honteux, ce livre que vous avez vu, Le génocide arménien, la question de la responsabilité turque, qui est paru en 2006 dans son édition anglaise. Ça a posé pour la première fois le mot véritablement de génocide sur le massacre des Arméniens de 1915. Mais c'est un homme courageux, il faut le préciser, qui quittera la Turquie, pardonnez-moi, en 1976. Il a été emprisonné pour sa participation à un journal étudiant. Il s'évade de Turquie, se réfugie en Allemagne, et dès 1988, il va y avoir des travaux qui sont très importants sur la violence politique et la torture à la fin de l'Empire ottoman. Donc on voit que les études du professeur Akçam se portent évidemment sur cette violence d'État, à préciser que la violence sur l'État turc est évidemment un sujet universitaire qui a été beaucoup étudié finalement. Et ce qui a été moins étudié, c'est ce que démontre ce livre, c'est comment les structures juridiques, les structures institutionnelles vont créer l'apartheid pour un ensemble de populations. Alors il y a les musulmans, que ce soit les Alevis, les Kurdes, mais pour évidemment les non-musulmans, que ce soit donc les Arméniens, les chrétiens ou les orthodoxes. Alors le travail du professeur Akçam, il est important, je veux dire, on l'a dénommé le Sisyphe des archives. Il a décortiqué plus de 23 000 archives pour son premier livre, pour ce livre-là évidemment tout autant, et c'est un travail qui est très important, d'abord parce que ces archives n'étaient pas forcément accessibles, que certaines ont été détruites, que c'est vraiment un travail, je parle là en tant que, non seulement universitaire, en tant que personne d'origine arménienne, c'est un travail très important qui a sorti, je dirais, le génocide simplement de l'espace émotionnel. Parce que l'espace émotionnel est très important, mais il ne sert finalement à rien. Toutes les 5 minutes, on pleure pour notre cause. Donc si une cause n'est pas argumentée, si une cause n'est pas défendue à un niveau intellectuel, cette cause n'aboutit pas à grand-chose.
Alors ce qui est très important aussi, c'est qu'il ne s'agit pas, au travers de l'œuvre de Taner Akçam, de convaincre par exemple des négationnistes. Les négationnistes et le nationalisme turc restera toujours le nationalisme turc. Mais ce qui est important, c'est que les livres de Taner Akçam ont circulé dans des milieux progressistes. Et des milieux progressistes turcs, bien évidemment, mais des milieux progressistes internationaux. Et bien des universitaires qui finalement s'intéressaient à l'histoire de ces populations ne touchaient pas du doigt ce qu'était la réalité jusqu'à aujourd'hui de ces populations. Il y a un véritable apartheid. Vous savez qu'aujourd'hui, ce ne sera pas partie des questions qu'on posera au professeur Akçam, on parle de l'anniversaire de la République, du 100e anniversaire de la République turque. On souligne toujours 1921 comme un acte très important. Par exemple, ce qui est plus important, c'est les 4 heures du discours de Kemal Atatürk ces 4 heures qui vont définir la position donc de ces minorités. Et pour terminer et laisser la place au professeur, il y a quelque chose d'important. Je ne sais pas si on est rebelle génétiquement, si on est rebelle par éducation. Enfin, il faudrait citer ici le père d'Ousmane Akçam, le père de Taner Akçam, qui était un instituteur, un journaliste, un écrivain et surtout un esprit indépendant, comme il y en a dans tous les pays. Et je citerai ce que disait le professeur Akçam à un journaliste. Il disait, il m'a appris qu'il ne fallait pas attendre que les autres se battent contre la justice si on pouvait le faire soi-même. C'est une devise que beaucoup de monde devrait retenir en ces temps-là. Et il dit aussi, je le cite, « Ce feu de rébellion que je sens brûler dans mon cœur, c'est la voix de mon père. » Et donc, c'est maintenant, on va laisser la parole au professeur Akçam. Yes, of course. Okay. Good evening. Bonsoir. Thank you so much for inviting me. Merci de m'avoir invité. It's really a great honor to be here among you, and the most important part that I'm so happy to see my old friends here. C'est vraiment un bonheur d'être parmi vous et je suis vraiment très content de voir mes vieux amis encore. And I'm very much thankful to French Armenian Council and the other organizers and my dear friends Samson and Kirko for organizing this event. Je suis vraiment reconnaissant au Conseil français arménien, à mes amis, à Samson, je suis désolé, je n'ai pas tous les prénoms, mais à tous ceux qui l'ont cité et à tous les communes arméniens. Let me tell you a couple of things about this book. You can compare this book with my first publication in 1992 on Armenian genocide. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce livre. Vous pouvez le comparer à mon premier livre que j'ai écrit en 1992 sur le génocide arménien. My first book was on Armenian genocide. I dealt with the period until the foundation of the Turkish Republic. Mon premier livre était sur le génocide arménien jusqu'à la fondation de l'Empire, de la République turque. And with this book, I start talking and analyzing the Republic period. Avec ce livre, j'ai commencé à analyser la période de la République. When I first published my book in 1992, nobody knew about it. Quand j'ai publié mon livre en 1992, personne n'était au courant. In the United States or in diaspora, people learned first existence of this book and other publications that I had towards the end of 1990s, 10 years later. C'est 10 ans plus tard que la plupart des gens ont entendu parler de ce livre que j'avais écrit en 1992, soit 10 ans plus tard qu'il est devenu connu. This book is totally different. Now it is going to its third edition within 6 months. This is amazing in Turkish circumstances. Ce livre est donc très différent et celui-ci, en 6 mois, il est déjà à sa 3e édition, ce qui est extrêmement incroyable en Turquie. The
extraordinary character of this book is that I'm presenting a Turkish book in English language to a French audience. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce livre, c'est que je suis en train de présenter un livre qui est turc, écrit en anglais, à une audience française. Maybe there is nothing new for you what I'm going to present to you. Peut-être qu'il n'y aura rien de nouveau pour vous dans ce que je vais vous présenter. I try to understand the structure of your suffering during the Republic period. J'essaye de comprendre la structure de votre souffrance pendant la période de la République. And I'm sure in question and answer period I will learn from you a lot that I can extend my book. Et je suis sûr que dans la partie Q&A, dans la partie questions-réponses, je vais apprendre beaucoup de vous, ce qui va me permettre de compléter mon livre. So the book deals with a very simple question. Actually, the entire book has some very simple questions. Donc le livre parle d'une question très simple. D'ailleurs, tout le livre parle vraiment de questions très simples. It is now 100 years of foundation of Turkish Republic, and we still far away from being a democratic country. Why? Ça fait maintenant plus de 100 ans que la République turque a été fondée, et nous sommes aujourd'hui très loin d'être une république démocratique. Pourquoi? So, I have a couple of questions. These are also very simple questions. Why hasn't been a single Christian or Jewish high-ranking officers throughout the history of the Republic? Donc j'ai des questions très simples. La première, pourquoi n'y a-t-il jamais eu, dans toute l'histoire de la République, un seul officier de haut rang, chrétien ou juif? Why, for example, there hasn't been one single Christian general in Turkish army? Pourquoi il n'y a simplement pas eu un seul chrétien général dans l'armée turque? Why throughout Turkish history, 100 years, they never accepted one Christian or Jewish student to Turkish military school? Pourquoi dans toute l'histoire de la République turque, ils n'ont jamais accepté, si j'ai bien compris, si on vous corrigerait, un étudiant dans l'école militaire turque, qu'il soit chrétien ou juif? And in case they were mistakenly accepted in the school, they were dismissed immediately. Et dans le cas où ils ont par hasard été admis dans l'école militaire, ils ont été mis de côté immédiatement. Why there is no one single Armenian or Christian Jewish senior legal officials in high rank in the judicial system? Pourquoi il n'y a pas un seul chrétien juif au sein de la partie magistrat, de la partie de la Cour de justice, des hauts magistrats en Turquie? No single member in constitutional court, no single member in appeal court. There is no judges in entire justice system. Pas dans la Cour constitutionnelle, pas dans les cours d'appel, aucun juge à l'échelle de l'ensemble du système judiciaire turc. The truth is, the entire Turkish state apparatus is close to Christians and Jews, and it is almost impossible for a Kurd or Alawite to get a higher office in the state. La vérité, c'est que l'ensemble du système turc à haut niveau est bloqué pour les chrétiens, pour les juifs, et qu'il est impossible pour les Arméniens, les chrétiens, les juifs de rentrer. You can say that it is a coincidence. Vous pouvez dire que c'est une coïncidence. Or you can say Armenians or the Christians in general and Jewish, they are not smart enough. Ou peut-être que c'est la cause des Arméniens, des chrétiens et des juifs qui ne sont pas assez intelligents. Or you can say there is actually law there, but it's not implemented. Ou vous pouvez dire qu'il y a des lois, mais simplement qu'elles ne sont pas suivies, mises en œuvre. My answer is these answers are wrong, and we are dealing with a structural problem, what I call apartheid. Ma réponse à ces questions, c'est que toutes ces hypothèses sont fausses et qu'il y a un problème structurel qui s'appelle l'apartheid. I have 4 important theses in my book. J'ai 4 importantes thèses dans mon livre.
there is an apartheid regime. The thesis one, there is an apartheid regime in Turkey, started to be established 1918. Il y a un régime d'apartheid en Turquie qui a commencé à s'établir en 1918, during what we call, the Turks call, War of Independence. durant ce que les Turcs appellent la guerre de l'indépendance. And the apartheid regime is willingly established by Mustafa Kemal and his friends. Et c'est quelque chose qui a été mis en place de manière volontaire par Mustafa Kemal et ses amis. Second important argument, Deuxième argument important, the most important reason why we could not get the awareness of existence of this apartheid regime is that the story that we are telling about our history. ce qui est la plus importante raison qu'il n'y a pas eu cette conscience que nous étions dans un régime d'apartheid, c'est l'histoire que nous sommes nous-mêmes racontée sur notre propre pays. We told the story of 1918-1923 only a story of liberation from foreign occupation. This is the only story. We never explained and tried to understand the history of this period as the history of founding an apartheid regime. Cette période de 1918 à 1923, on se la raconte comme étant une période d'indépendance et jamais on ne l'aborde comme une période de la fondation de ce régime d'apartheid. And there is another very important reason why we couldn't get awareness of that apartheid system is the secret character of laws and decrees in Turkish legal system. Et il y a un deuxième fait majeur qui nous a empêchés d'avoir conscience de ce régime d'apartheid, c'est un système de lois insidieuses qui nous empêche d'avoir cette conscience. You will be surprised. I mean, it is a contradictory in the concept. Secret law. Vous allez être surpris, parce que c'est complètement contradictoire dans le concept, c'est des lois secrètes. Can it be a secret law? It passed through the parliament. Comment est-ce qu'on peut avoir une loi secrète qui a été votée par un parlement? There are secret laws and secret decrees. I'll give you a couple examples. Il y a des lois secrètes et des décrets secrets. Je vais vous montrer des exemples concrets. My third argument is that we have to rewrite the history of 1918 to 1938, totally from the beginning. Ma théorie, c'est que nous devons complètement réécrire l'histoire de 1918 à 1938 en recommençant à zéro. I'm not going to about these theses because it includes a lot of diversion from the main topic that I'm going to talk today, but when the book is translated into French, you will be able to read there. Je ne vais pas élaborer beaucoup sur cette thèse ce soir, mais sachez que le livre est ou sera traduit en français et vous pourrez regarder directement dans mon livre. This is actually a very radical argument, the third argument you cannot understand now. I'm criticizing the existing critical scholarship also. The Kurdish scholarship, Armenian scholarship, or what we call in Turkish minority studies. I'm criticizing totally all of them. Donc mon argument, vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte, mais est très disruptif, puisqu'il remet en cause de manière totale le travail académique de la plupart des gens qui travaillent sur ce sujet-là. J'insiste sur ce point de rupture, mais qui ne sera pas développé ce soir. And my fourth argument is Turkey needs new founders. Mon quatrième argument, c'est que la République turque a besoin de nouveaux fondateurs. As you know, Turkish founders, among them Mustafa Kemal, for example, they are like prophets for the Turks. As long as Turks or Turkish society sticks only on Kemal as their only founder, we cannot establish a democratic Turkey. It's impossible. Comme vous le savez tous, le fondateur de la République turque, c'est Mustafa Kemal. Et c'est un idole, il est idolâtré, et tant que ça restera comme ça, et
qu'on gardera ce vestige et cette idole, on ne pourra pas être en démocratie. He might be a liberator, but he is the founder of apartheid, contrary to democracy. Il est peut-être un libérateur, mais il est surtout, certainement, le fondateur du régime apartheid qui nous empêche d'aller en démocratie. I gave a couple examples in my book who should be new founders of Turkey. J'ai donné quelques exemples dans mon livre de qui pourraient être les nouveaux fondateurs de la Turquie. You know one of them, Hrant Dink. Vous connaissez, No, go ahead. vous connaissez l'un d'entre eux, Hrant Dink. And the other names you may never heard about them. Tahir Elçi, who was killed in Diyarbakir, the lawyer. Les autres noms, vous ne les connaissez peut-être pas. Le nom qu'il a cité qui a été tué à Diyarbakir. Ihsan Nuri, who was leading the Ararat uprising along with IRF 1930. You will hear more about him in the book. Donc la personne qu'il a citée qui a été à l'origine de la révolte, je le cultive en même temps, excusez-moi. Ihsan Nouri. Merci. And Sheikh Said, you may have heard about his name, 1925. He is known as religious, conservative, reactionary person who fought for caliphate in Turkey. But I declared him as a new founder of Turkey. You will hear, you will read also a lot about him in the book. Sheikh Said, c'est Sheikh Said. C'est 1925, qui pour lui aussi est un fondateur de la Turquie. Vous en saurez plus dans le book, mais il va y revenir ce soir. I don't have time to go into detail, but if you are interested to that topic, why a society needs new founders, besides the founding members of that society, please Google New York Times 1619. This is an amazing project that gave me a lot of ideas about Turkey. This is a project started in United States 2019, and the basic idea of that project was United States was established 1619 when the first slaves came to America. Donc je ne développerai pas non plus ce soir cette thèse en profondeur, mais si vous êtes intéressé par ce sujet de comprendre pourquoi un État a besoin de nouveaux fondateurs, je vous invite à aller sur Google et à regarder, à taper New York Times 1619. C'est un projet qui est né aux États-Unis et qui est basé sur le concept que c'est en 1619 que quelque part l'État américain s'est créé avec l'arrivée des premiers esclaves. United States, when it was established 1776, they were proud for their liberation from English occupation, but they established an American constitution that acknowledged slavery. Quand les États-Unis se sont décrétés indépendants en 1776, ils ont établi une constitution, mais dans cette constitution, ils ont reconnu l'esclavage. So the racism today has its roots in the founding of the United States. Donc le racisme aujourd'hui a ses racines dans la constitution des États-Unis. So this is the similar argument that I'm making for Turkey. Et c'est donc un parallèle que je fais pour la Turquie sur ce sujet. So I use the term apartheid, and why apartheid? I don't want to go into detail, but I only want to read you one legal definition of apartheid 1973. J'ai utilisé le terme apartheid, et donc la question pourquoi apartheid? Et donc j'aimerais simplement, sans rentrer trop dans le détail, vous lire une définition de ce qu'est un régime apartheid d'après les Nations Unies en 1973. If you want to understand apartheid as a crime in international law, please compare it with the Genocide Convention 1948. Si vous voulez comprendre le crime d'apartheid en relation avec la loi internationale, vous devez le comparer au crime de génocide en relation avec la Convention de 1949.
when I 48 peut-être, pardon. when I tell you about or talk about apartheid, you all think of South Africa. Quand je vous dis le mot apartheid, vous pensez tous à l'Afrique du Sud. Like when we first taught in 1940s, 50s about genocide, we only taught Holocaust. De la même manière que quand on pensait au génocide dans les années 40, 50, 60, on pensait au génocide uniquement en pensant à l'Holocauste. But today, concept of genocide has nothing to do with Holocaust. Holocaust caused the emergence of the concept. But today, in order to determine whether one case should be called genocide or not, we don't look to Holocaust. Donc le concept aujourd'hui de génocide n'a plus rien à voir en tant que tel avec l'Holocauste. L'Holocauste a donné naissance au concept de génocide, mais aujourd'hui lorsqu'on analyse une situation pour comprendre s'il s'agit ou non d'un génocide, on ne revient pas à l'Holocauste, on se base sur les textes. Holocaust is one of other genocides that we experienced in the 20th century. L'Holocauste devient un des génocides que nous avons connus au XXIe siècle, au XXe siècle. The apartheid first emerged with the experience of South Africa. But with the first declaration 1965, I don't want to get details, but especially with the convention 1973, it became an independent crime in international law. It has nothing to do with South Africa. It originated from South Africa, definitely, but it is a law for itself today. De la même manière, le crime d'apartheid a été créé, a été généré par l'Afrique du Sud, mais avec une première convention en 65, mais surtout avec cette convention internationale en 73, qui définit le crime d'apartheid de manière totalement indépendante de la situation d'Afrique du Sud. Make it the complicated issue very simple. Just read Article 2 of the Apartheid Convention. You have the French version. It says any legislative measures and other measures calculated to prevent a racial group or groups from participation in the political, social, economic and cultural life of the country. So you can read this, any measure calculated to prevent Armenians, Jews, all Christians or other groups from participating in the political, social, economic and cultural life of Turkey. Pour rendre une chose compliquée simple, il suffit de lire l'article 2 qui est ici, je ne vais pas lire dans son intégralité, mais simplement j'insiste sur un point, que pour définir un régime d'apartheid, il suffit que ça constitue toute mesure législative qui vise à empêcher un ou plusieurs groupes raciaux, par exemple des Arméniens ou des Juifs, de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays. And it says the law very clearly, deliberate creation of conditions preventing the full development of such a group or groups, in particular by denying to members of a racial group or groups basic human rights and freedom. Isn't it the life of Armenian in Republic period? Et donc, j'insiste, ça précise la création délibérée de conditions empêchant le plein développement de ces groupes, et notamment le fait de les priver, et là je ne vois pas le texte, mais de priver un ou plusieurs membres de ce groupe de liberté et droits fondamentaux. N'était-ce pas le cas des Arméniens en Turquie? So let me give you some examples in Turkish legal system, how they started establishing the apartheid regime in Turkey. Laissez-moi vous donner quelques exemples de comment ils ont commencé à établir le régime d'apartheid en Turquie. In 1924, when they decided about the first Turkish constitution, they made a definition who is Turkish citizen. En 1924, quand ils ont établi la première constitution turque, ils ont défini qui était un citoyen turc. And Celal Nuri Bey was the head of the commission
who made the definition of citizenship in Turkish constitution. Et Celal Nuri Bey était le président de la commission qui a établi cette définition de citoyen en Turquie. This is his words during parliament debates. Our own citizen is a person who is Muslim from Hanefi sect and speaks Turkish. Period. Et ça, c'était ses mots lors d'une discussion au Parlement, c'est que nos citoyens, c'est une personne qui est musulmane, de la secte Hanafi et qui parle turc. And here, the caste system that we have in Turkey today, on top of the Hanefi, Muslim, Turkish-speaking person. Donc voici la représentation des castes qui existent aujourd'hui en Turquie, avec à sa tête les Turcs. Alors je lis le mot secte, hein, je ne suis pas sûr que ce soit la vraie traduction, mais je parle sur votre contrôle en tout cas de la. Il y a quelqu'un qui a une suggestion là-dessus? École juridique. Hein? École juridique musulmane. L'école juridique Hanafi. And in the middle, the non-Turkish Muslim groups, Kurds, Alevites, Circassians. Et les membres non turcs, les Kurdes, les musulmans, les Alévis et les Circassiens. And on the bottom, the Christians, Armenian Greeks, Assyrians, and the Jews. It is almost impossible for the lowest rank of the society to be a member of the top rank in the society. It's impossible. We don't have any single example of it. Even though single example doesn't change the rule, but we don't have even the examples. Et au bas de cette pyramide des castes, on trouve les non-musulmans, les chrétiens, les juifs, arméniens, grecs, assyriens, qui sont tout en bas, et on n'a aujourd'hui aucun exemple de gens qui ont réussi dans cette caste tout en bas à monter dans la société turque. Il dit, même s'il y avait des exemples, ça ne suffirait pas à démontrer que ce n'est pas un régime d'apartheid, mais il n'y a aucun exemple. So in Turkish law, they said every citizen is a Turk, or every Turk is the citizens of Turkey, or citizens of Turkey is Turk. This is the definition. Whether you are Armenian or not, you are Turkish citizen. This is the definition. Dans la définition du citoyen, il y a une unicité entre être turc et être de citoyenneté turque, et donc tout citoyen en Turquie est turc. Et il a développé, je pense. And in their speeches, they made it very clear. Several examples. I took only one. For example, Mahmut Esat Bozkurt, he was the justice minister in 1930s. He said 1936, the Turkishness can be asserted in two ways. One is Turkishness of culture and conscience. There is two ways of being a Turk. This is the Turk with conscience and with culture, and the other is Turkishness of law and order. And he says it is a very important distinction for us. Et donc, parmi les gens qui ont précisé cette turquicité, il y a une personne qui est Mahmut Esat Bozkurt en 1936 et qui dit que la turcité peut être affirmée de deux manières. L'une, d'un côté, par la culture et la conscience, et de l'autre, par la loi, mais qu'il trouve qu'il est important de faire la distinction entre les deux. And those Turks who are only Turks according to law, they also defined as those who do not belong us. Et donc, Don't belong us. Et donc ces Turcs, dont certains d'entre vous font partie, qui sont des Turcs par la loi, sont qualifiés comme ne faisant pas partie de nous. And until 1940s, Armenians, Christians, Jews, you were not registered in normal, how do you call it, in normal birth catalog. You were recorded not in population registers, but what they call it foreigners book until 1950s.
Donc, certains d'entre vous qui n'ont jamais été considérés en Turquie, vos familles, comme étant des vrais Turcs, au sens que même vos naissances et vos actes civils étaient enregistrés, non pas dans le livre, qui pourrait être dans les registres normaux, mais dans un registre qui s'appelait le livre des étrangers. This is another quote from a law still valid. This is the land registry law. Whatever, when you have buy houses and so on and so forth. This is still existing law in Turkey, and it says real estates belonging to foreign religious, scientific and charitable institution whose existence is recognized by the government of Republic of Turkey. So you are recognized as foreigner by the Republic of Turkey. This is the reason you have today so many problems with your foundations and so on and so forth. It is law because. Donc cette loi que je vous présente, qui est aujourd'hui une loi des cadastres, une loi des registres immobiliers turcs, des cadastres, qui existe toujours, est une loi qui dit clairement que tous les biens qui appartiennent aux institutions religieuses, scientifiques, caritatives étrangères, mais dans le mot étrangère, c'est le fait d'être d'une autre religion finalement, et donc ces institutions physiquement en Turquie, mais qualifiées d'étrangères, sont perçues comme étrangères, et c'est pour ça que vous avez autant de problèmes sur ces sujets-là en Turquie. I just read a quote from a court decision 1996. They called a Greek citizen, he's Turkish citizen, they call him Turkish citizen of foreign nationality. Donc il vient de lire une décision d'une cour de justice, 1996 je crois, de tête, qui disait clairement, ce qui est important, qui disait clairement qu'une personne qui était de nationalité turque, mais qui était de confession autre que musulmane, était décrite comme une personne turque, mais de nationalité étrangère. I'm sorry, you said foreign nationality, right? Of course, foreign nationality. Turkish citizen, foreign nationality. Je redis, donc Weird combination. J'avais du mal à le croire, mais c'est un citoyen turc de nationalité étrangère, écrit noir sur blanc. This is law in Turkey. C'est la loi en Turquie. I don't want to bore you with all these laws and regulations. I have so many in my book. One simple example. March 1926, they made a law who can become a Turkish official in state bureaucrat, in state apparatus. Donc j'ai pas envie de vous ennuyer avec la liste de ces choses-là que vous trouverez dans mon livre, mais j'aimerais prendre un autre exemple d'une loi promulguée en 1926 pour stipuler qui pouvait ou ne pas être fonctionnaire en Turquie. In law, they clearly made it. It's only Turks who can be the state employee, not Turkish citizen. In law, it says it's only Turks. You remember this conscience and the identity and so on, Turk, not the Turkish citizen. Dans la loi qui a été écrite et promulguée en 1926, ils disent clairement que c'est seuls les Turcs qui peuvent être fonctionnaires et non pas les citoyens turcs. Et donc vous vous rappelez la différence entre le turc de cœur et de culture et le turc de loi. Là c'est clairement écrit dans la loi. I read from another regulation 2004, still valid. It says, this is about the citizenship law, and it says the foreign missions, so the Turkish ambassadors or consulars in outside of country, foreign missions, the National Intelligence Organization, MIT, Secret Service, the general directors of security, police, and all of them, and the governorship, the governors and the small governors, every kaymakam and wali, they can be only Turks. They should be investigated according to lineage, status of person. We should find out only Turkish origin can get these jobs.
Et donc je lis sur une deuxième loi qui est aujourd'hui encore en vigueur, qui est de 4 mai 2004, en 1926, 4 mai 2004, et qui stipule clairement que pour avoir accès et pour devenir fonctionnaire, notamment des missions étrangères, ambassadeurs, etc., de toute la partie renseignement, intelligence, de toute la partie direction générale de sécurité, gouvernorat, je suis désolé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en gros d'autres postes importants, gouverneur de région en Turquie, il faut absolument qu'une enquête ait lieu pour s'assurer que vous êtes de descendance de sang turc pour pouvoir avoir accès à ces postes de fonctionnaires. You know, these are so secret things in the details. It's not in front of you that it's written. But if you read these decrees, so the last one maybe for you, from 2009, it says you have to separate Turkish citizens on 3 grounds. Turkish ancestry, Turkish citizens who has Turkish ancestry, foreign ancestry, you guys here, or ancestry that cannot be determined. They categorize the citizens according to these 3 criteria. Et donc là, on lit des choses qui sont dans la loi, qui ne sont pas devant vous, qui ne sont pas connues de tous, si vous en parlez, c'est pas clair. Mais si on lit, si on rentre dans le détail, on s'aperçoit, et là je lis encore un exemple, que dans la loi, il est écrit qu'on doit distinguer les citoyens par 3 catégories, ceux dont les ancêtres sont clairement turcs, ceux dont les ancêtres sont d'origine étrangère, et c'est certains d'entre vous, et ceux où on n'arrive pas à le déterminer. Et donc il y a ces 3 catégories au sein de l'analyse de la situation. I said from the beginning, these are some of them secret rules and regulations. Here one of them. Agos newspaper, the Armenian newspaper, coincidentally discovered a document 2013. It says that we labeled in the population register Greeks number 1, Armenians number 2, Jews number 3. Je vous ai dit que j'allais vous parler de lois secrètes. Ici, un exemple avec le magazine Agos, un magazine arménien de Turquie, qui a découvert en 2014 qu'on mettait dans les registres des qualifications pour recenser les Grecs en 1, les Arméniens en 2 et les Juifs en 3. And when this document was revealed, the responsible person said, "Oh, we are so sorry. We started this, implemented 1923 with Lausanne. We are removing it now." We believed all that they removed. Quand les personnes concernées se sont fait épingler par ce scandale, ils ont répondu tout de suite « Ah, on est vraiment désolé. On avait commencé ça par rapport à un processus de Lausanne, mais ils ont dit on va arrêter tout, on va complètement arrêter, et évidemment on pense vraiment qu'ils ont arrêté. Let's assume you are the 3rd generation, 4th generation Armenian boy in Istanbul, applied to a military school, and you have no idea about your Armenian background, what the state has. You have the number 2 in your population record. Imaginez que vous êtes enfant de 3e génération d'Arméniens en Turquie, que vous candidatez pour entrer à l'école militaire, que vous n'avez d'ailleurs peut-être aucune idée de vos origines arméniennes par ailleurs, mais l'État, lui, est au courant, puisque dans le registre, il y a écrit numéro 2 à côté de votre nom. Here, another document that we coincidentally discovered. In military school, we learn now there is a strict investigation for every individual, and here is one of the results of these investigations. It says, the parent of Nuri Özcan. Nuri Özcan is a very Turkish-sounding name. Nuri Özcan, son of Sadık, who wants to enter the military school, are of Turkish race and blood. So look like the Nazi system. They are looking blood and race, and there is no apostasy in their ancestry. No Going back from... Christian, there is no religious conversion in his background, and they have no criminal and political offenses.
Un autre exemple de quelque chose qui a été découvert par hasard, ce que j'ai mal traduit tout à l'heure, c'est que Lagos avait découvert par hasard aussi ce sujet. Donc un autre exemple de ce qui a été découvert par hasard, c'est que dans ces écoles militaires où il y a cette obligation d'enquête sur la lignée des personnes qui appliquent, là c'est un exemple qu'ils ont pu avoir du résultat de l'enquête et ce qui était écrit par les enquêteurs. Et donc ils concluent pour ce Nuri Özcan, qui a un nom très turc, I'm sorry, que finalement il est de race et de sang turc, un peu comme faisaient les nazis en remontant jusqu'à la race et le sang, et par ailleurs qu'il n'y a pas de crime d'apostasie dans son ascendance, c'est-à-dire que dans son ascendance, les gens sont restés musulmans sans jamais se convertir. Another example, from 1944, a Turkish official married with an Istanbul Armenian girl, and his action was categorized as a crime to marry an Armenian as a Turkish army officer. Then you commit a crime and he is dismissed from Turkish military. I'm sorry, which date? 1944. And you see this signature of İsmet İnönü. This is really the cabinet decision. Alors j'ai demandé la date parce que j'y croyais pas, donc c'est 1994, un document qui montre qu'un officier turc qui s'est marié avec une arménienne, cela a été considéré comme un crime, enfin un crime délit, mais en tout cas comme quelque chose de répréhensible, et c'est ce document dans lequel c'est qualifié. 44, j'attendais 94. Ah, voilà. Guilty of living with a woman of Armenian nationality. This was the crime. This is the reason that you can hardly find any army officers married with a Christian or Jew. 44, et le crime était de simplement vivre avec une personne arménienne. How they know that the Armenians, whether they were converted or not? You know, Turkish state has the register of every Armenian who were converted during genocide and after. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment ils savent que des Arméniens se sont convertis à l'islam. Il y a une raison simple à ça, c'est qu'ils ont conservé toutes les informations sur les conversions qui avaient eu lieu d'Arméniens à l'époque. If you don't know that your grandparents were Armenian, Turkish state knows. Si vous ne savez pas que vos grands-parents sont arméniens, l'État turc le sait. This is a list from the Ordu province. Ça, c'est une liste de la province d'Ordu. Those Armenians who were converted into Muslim, they have the list, individual names. Each city, state, they have these extensive list of converted Armenians. So you understand how the system works. Ils ont donc dans cet exemple la liste exacte de toutes les personnes qui se sont converties, qui sont devenues musulmans, et dans toutes les provinces, dans toutes les villes, ces documents existent. And there is a law which we didn't know, and you can now understand your own history. Armenians were not allowed to live scattered throughout Anatolia. They were especially taken out from the rural areas and concentrated in big cities, and especially Istanbul. And this is the decree about it that I put in my book. Donc, à travers des choses que nous avons découvertes, qui sont peu connues, vous pouvez aussi mieux comprendre votre histoire, car il y a ce décret qui est dans le livre et qui explique pourquoi les Arméniens, on ne laissait pas vivre n'importe où en Anatolie. Ils avaient l'obligation de vivre dans certaines villes et pas dans les endroits ruraux, et c'est ce texte qui le décrète. So we already learned. They labeled us number 1, number 2, number 3. It is not enough. They have an extensive list of converted Armenians. It is not also enough. You know what they did as third, or still they have been doing? Sent inspectors to every region to create the list of the Armenians in each provinces and villages, and an extensive report about these Armenians. Donc qu'est-ce qu'on a acté, constaté? Déjà, ils ont recensé
les Arméniens, les Juifs et les Grecs dans un registre, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont aussi la liste de tous les convertis, et ce n'est toujours pas suffisant. Troisième sujet, ils ont envoyé des inspecteurs pour aller voir chaque Arménien, pour avoir un rapport détaillé sur chacune de ces personnes. This is a document from 1944. It says we already made our investigation in all states, in all provinces, but still missing 13 one, and they give the instruction to the inspectors to answer in each province to following questions. Donc ça c'est un exemple de rapport où il est cité que l'ensemble des régions ont pu être inspectées sauf quelques-unes et qui donne les instructions aux inspecteurs pour, dans ces régions, obtenir des réponses à certaines questions qui sont précisées. The number of Armenian man, woman, children who are living there, and whether their number increased or whether they came from outside and settled in that province, and most importantly, about their wealth they were asking. How many houses they have, how many companies they have, whether their wealth increased or decreased. Donc ce rapport pour toutes les informations qui sont d'ailleurs mentionnées ici, que je vais bien lire, donc le nom, la population, est-ce qu'elle augmente ou non? Est-ce que la population arménienne, est-ce qu'elle augmente ou non dans cette ville? D'où est-ce qu'ils viennent? Et il dit, et c'est pas écrit je crois, mais surtout, on demandait quelles étaient leurs possessions. Combien ils possédaient de maisons, qu'est-ce qu'ils avaient comme possession, et c'est aussi un point qui apparaît dans ce rapport. And I don't want to go into detail, but you have to know Kurds and Alevites were labeled as the same system like the Christians. Donc j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, mais même les Kurdes et les Alévis, qui vous rappelez qu'ils sont dans la case d'au-dessus, avaient aussi ce même système de recensement pour eux. I jumped these quotes that they say really there are two kinds of Turks and so on. There was a possibility for Kurds and Alevites to be assimilated totally, but despite this assimilation, they continued the labeling system, registration system. These are the examples. It's hard to read, I know, but from 1929, 1930, they were asking the people in each provinces about their ethnic origins. Il dit il y a un moment où les Alévis, où les Kurdes auraient pu s'intégrer, s'assimiler. Pour autant, ils ont continué malgré tout à faire ces recensements, à obtenir ces informations et ces rapports détaillés sur l'ensemble de ces populations. I didn't put the image of that document from the archive. They have a population index and says the number of the individual in the province, and then they give the total number without any ethnic categorization, and there is a column and they call it non-Turkish individuals, and they put the Circassians, Kurds, Armenians, Greeks, Jews on that category especially. How many Greeks, how many Armenians, how many Kurds, how many Alevites lived in that province. Donc je ne l'ai pas présenté ici, mais j'ai vu des tableaux qui étaient établis à l'époque de recensement, dans lesquels on avait pour chaque province le nombre d'habitants, et une colonne sur le côté qui s'appelait non-turc et qui recensait l'ensemble des différentes populations qui ont été citées pour connaître l'effectif dans chacune de ces régions. As I said, these are really coincidentally surfaced documents. Here, one of them, it says, send us from your region all those not of the Turkish race and who speak a language other than Turkish. The numbers of these individuals. Donc, c'est encore une fois des documents qui émergent de manière... c'est des coïncidences souvent qui nous permettent de mettre la main dessus. Et ici, c'est un exemple de document qui ordonne l'envoi immédiat de la liste de toutes les personnes, hommes, femmes, dans les provinces qui ne sont pas considérées comme turcs. As you know, throughout the Republic period, a lot of Kurdish tribes
were removed from Eastern Anatolia to Western Anatolia. And they also removed their registrations. And here it says, the document, when you remove their birth certificate from their original state and register them in the new states in the West, put a remark so that we can understand that their children and grandchildren still being Kurds, and they were registered accordingly. Donc, comme vous le savez, il y a eu des mouvements de population d'est en ouest, et dans ces mouvements-là, il était demandé dans les instructions que dans les registres, ils gardent cette information que ses ancêtres n'étaient pas turcs, y compris dans les nouveaux registres au cours de ce transfert. And here another document from 1939 or 1930, I cannot recall now, but it says the Republic regime was founded on unity of race and blood, like the Nazi system. Un autre document important qui date, je n'ai pas la date exacte, mais de 1939, a priori, et qui explique très clairement que le régime républicain turc est fondé sur la race et le sang. Donc comme les nazis. So I can really give more examples, but the question is, why in Turkey nobody, almost nobody, talks about this apartheid system? Donc je pourrais encore donner beaucoup d'autres exemples, mais si on en vient à la vraie question, c'est pourquoi en Turquie, personne ne parle de ce système d'apartheid. And I'll give you one other example. The documents that I showed you, some of them, when we published first, they removed from archive. If you go, you cannot find these archives, these documents in the archive now. They were removed. Et un autre élément aussi qui démontre, qui pose question, c'est que beaucoup de documents que je vous ai montrés ce soir, c'est des documents qui ont émergé. Si vous essayez de les retrouver aujourd'hui, ils ont été effacés. Vous serez incapable de les retrouver. So secrecy is one reason, but now they were all revealed. I mean, by critical scholars and so on. But nobody paid attention. This is not in our horizon. Why? Because of the story that we are telling about the foundation of the republic. Donc tous ces éléments qui ont fait surface, qui sont pourtant très présents, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler en Turquie? Quelle est la raison? Je vous dis pourquoi, c'est à cause de cette histoire qu'on se raconte à soi-même, l'histoire des fondateurs de la Turquie. Still today, almost all political streams, without any exception, they consider themselves as second liberator, and they explain the Turkish history as only history of liberation. Encore aujourd'hui, tous les courants se considèrent comme étant les seconds libérateurs et racontent cette histoire de la Turquie comme une libération. I put here 4 examples for you. You can really increase them. One is Kemal Kılıçdaroğlu, the leader of the opposition party. He says during the election, this is the second war of independence. Je vais vous donner 4 exemples, vous pourrez en lire plus dans mon livre, mais 4 exemples. Ici, c'est l'exemple de, je ne sais pas déjà le nom, et donc qui parle de la deuxième guerre d'indépendance, Kılıçdaroğlu, qui parle de la deuxième guerre d'indépendance, qui se situe par rapport à cette première guerre qui est donc d'indépendance. And Erdogan, we are fighting for a new war of independence. So they consider their political fight now in Turkey as a new war of liberation, a new war of independence. Et Erdogan aussi, qui, sur le même registre, parle de ce qui se passe aujourd'hui en Turquie comme une nouvelle guerre d'indépendance. The leftist movement in Turkey, 68 youth generation, I don't know whether they are named for you, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, all these Turkish leftists in 1960s, early 1970s, they said Mustafa Kemal fought a war of liberation, but we couldn't finish this enough. Now we are here and we are finishing this war of liberation. Même la gauche, dans les années 60, lorsqu'elle se définissait
comme étant en train de finir la guerre d'indépendance qu'avait menée Atatürk, et qu'eux allaient pouvoir finir cette guerre de libération et d'indépendance. Abdullah Öcalan, the leader of the Kurdish armed struggles movement, he made also similar declaration. He said the 1920 Turkish parliament and the war on Gallipoli, these are the principles that we have to fight for. Öcalan, le leader kurde, lui aussi, se définit par rapport à ces événements en se remémorant cette période comme la guerre d'indépendance et le chemin à suivre encore aujourd'hui. What was this war of liberation that we really hold so highly? Of course, liberation, being independence are good things. Nobody can criticize it. Every state should be independent. But look, the Turkish war of liberation. We called these national groups as Kuvayi Milliye, the national units who fought for the war of liberation in Turkey. Donc parlons maintenant de qu'est-ce que c'est que cette guerre d'indépendance qu'on a vue comme exemple tout à l'heure, qui est tellement mis en avant par tous les courants politiques. Qu'est-ce que c'est vraiment que cette guerre d'indépendance dont tout le monde parle comme quelque chose d'incroyable, et ça cible notamment cette guerre qu'on appelait Kuvayi Milliye, qui était en réalité Kuvayi Milliye, yes, special units. Their major target was the Christians, Armenians and Greeks who came back from the deportation and killings. And these are this BOR and so on, these are the archival numbers. I put some examples. There are a lot of examples in book. Greeks and Armenians who survived the genocide and came back. They were kidnapped, they were killed, raped, and we have a record that they are saying, oh, couldn't we finish you all? Let's finish the job. This is the Kuvayi Milliye. Donc les forces de Kuvayi Milliye, qui étaient ceux qui menaient cette guerre, aujourd'hui on comprend que leur cible principale, c'était les Arméniens et les Grecs, et notamment les Arméniens qui avaient survécu au génocide et qui étaient ciblés par des kidnappings, par des assassinats. C'est ça la guerre qui nous. What we missed by only emphasizing the war of liberation is that there is a continuity of genocidal policies beginning of 1918. Genocide hasn't stopped actually. It continued with laws and regulations. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'en réalité, le génocide ne s'est pas arrêté et que ça continue après 1918 avec un ensemble de lois et de règlements. Just a couple of examples. March 1920, Christians were not allowed to participate in the elections in Turkey. They were citizens, but they were not allowed to participate in the elections of the Turkish Grand National Assembly that we are so proud of. Un exemple, en mars 2020, les chrétiens n'étaient pas autorisés à participer aux élections pour intégrer l'Assemblée dont nous sommes tellement fiers. Turkish Parliament opened 23rd April 1920, and one of the first decisions they took was to release those on trial for the 1915 genocide from the prisons. This is the first action of Ankara government. Even the program of government was not accepted by Parliament. Before that, they passed the law. Donc, au moment de l'inauguration du Parlement en Turquie, le 23 avril 1920, l'une des premières décisions qui a été prise, ça a été de relâcher les instigateurs du crime de génocide de 1915, avant même que le programme politique soit approuvé par le Parlement. As you know, there were court cases in Istanbul, a new government was established, and a lot of perpetrators were put on trials, and these were special courts. And August 11, 1920, Ankara Parliament
annulled, shut down all these court cases against the perpetrators. Comme vous le savez peut-être, il y avait de nombreux tribunaux qui avaient été, et des affaires qui avaient commencé pour juger les crimes de génocide. Tout ça a été en marche et le Parlement a mis un stop complet à tout ça en annulant et en supprimant ces tribunaux dans ses premières actions. You all know, 1915, they released the murderers from the prisons. And they put these murderers in Teşkilat-ı Mahsusa units, the special units who killed the Armenians during the deportation. Comme vous le savez, en 1915, les prisons ont été ouvertes et les meurtriers au sein de ces prisons ont été mis dans l'organisation spéciale pour participer au génocide arménien. January 22nd, 1921, there was a special amnesty of Ankara government for those murderers of Armenian genocide. Donc ces meurtriers, initialement meurtriers, qui ont été libérés pour commettre le génocide arménien, le 22 janvier 1921, ont eu l'amnistie par le Parlement pour 1923, when the Lausanne Agreement signed, as soon as it's signed, they sent a circular to all provinces saying that send us a list of non-Muslim workers in your companies, and they started dismissing these individuals from that companies. En 1923, ils ont exigé des entreprises de leur envoyer la liste de tous les salariés qui n'étaient pas musulmans, et ils ont commencé à licencier toutes ces personnes. It is a long story, but let me give you this also. You know the Union and Progress Party, during genocide, they passed a law. They confiscated Armenian properties. This is the plunder law. This is the law 26 September 1915. After the war, 1918, a new government came to power and they annulled this law. And they started giving Armenian properties back to Armenians. Comme vous le savez, le parti politique Union et Progrès avait promulgué une loi pour récupérer tous les biens des Arméniens, et à partir de 1918, ils ont annulé ces lois et ils ont commencé à rendre certaines terres aux Arméniens. And Istanbul government, against Union and Progress Party, January 12, 1920, they made a law to regulate the returning properties to Armenians, and it will be also the Article 144 of the Treaty of Sevres. En 1920, la ville d'Istanbul, à l'encontre du gouvernement turc, a pris une décision et a établi une loi pour encadrer la restitution des biens aux Arméniens, ce qui deviendra l'article 144 du traité de Sèvres. When they won the Greek War, this is September 1922, immediately after the war was over, they passed a law and annulled the Istanbul government's law and put the Union and Progress Party's plunder law into power again. En 1922, juste après avoir gagné la guerre, ils ont ils ont annulé la loi qui avait été décidée par la ville d'Istanbul, et ils ont derrière réinstallé les lois en vigueur pendant le génocide d'appropriation des biens. So actually the War of Liberation was the continuation of Union and Progress Party to create a homogeneous, a nation that only belongs to Turks. En conclusion, cette fameuse guerre d'indépendance de 1918 à 1923, ce n'est rien d'autre que, dans la continuité, la stratégie du parti Union et Progrès de créer une communauté homogène de Turcs. So my argument is very simple. Only upholding these founders who established an apartheid regime, you cannot develop a democracy in this country. You need new founders. Le diagnostic est donc clair. Tant qu'on ne remet pas en question et en
on ne dévalorise pas ces fondateurs icônes en Turquie, et qu'on ne prend pas de nouveaux fondateurs, on ne pourra pas améliorer la situation. This is exactly what the New York Times 1619 project proposed. They say we cannot develop a democratic United States and we cannot abolish racism in this country if we stick only on George Washington, Thomas Jefferson. We need new founders like Martin Luther King. C'est exactement ce qu'a développé comme thèse le projet 1619 par le New York Times, qui a établi que les États-Unis ne pourraient pas devenir une démocratie et combattre le racisme si elle continuait à ne jurer que par ses fondateurs, Thomas Jefferson et George Washington. Il était nécessaire d'intégrer deux nouveaux fondateurs, comme par exemple Martin Luther King. You can establish a democratic country only if you make those who fought for it as your founders. Hrant Dink was one of them. Vous pouvez seulement aboutir à une république démocratique si vous faites en sorte que ceux qui se sont battus pour elle soient établis comme ses fondateurs, Hrant Dink est l'un de ses fondateurs. Respect to my dear Hrant Dink. Thank you very much for listening. Alors on attend une seconde pour le président Aliyev. Et Bakou et Ankara sont arrivés à un moment donné, ont pu cacher effectivement la volonté d'effacement du peuple arménien dans le Sud-Caucase. Et avec un discours qui est très proche de ce que le professeur Taner Akçam vient de vous montrer. Il y a aujourd'hui d'ailleurs en ce moment, depuis une semaine, des vidéos qui circulent où différentes personnes importantes de l'Azerbaïdjan montrent qu'il y a, on parle d'Azerbaïdjan occidental, la toponymie de certaines villes du Karabakh demande à être changée, mais pas simplement du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, pour les Arméniens, au Karabakh pour le reste. Par exemple, Vardeniz, que vous connaissez peut-être, qui est une ville à côté du lac Sevan. Là, aujourd'hui, il y a une demande du ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan de changer ce nom en prétextant que c'est une ville de l'Azerbaïdjan occidental. Tout cela se base sur ce que vient de définir le professeur Taner Akçam, sur non seulement un racisme biologique, puisqu'il ne s'agit pas que d'un racisme biologique, mais d'un apartheid encore une fois. Il ne faut pas oublier que les populations arméniennes du temps soviétique dans le Haut-Karabakh étaient victimes de l'apartheid que vient de décrire le professeur Akçam. Difficulté d'entrer dans les universités, absolument aucune responsabilité, etc., etc. Ce que vient de définir le professeur Akçam, c'est appliqué aux Arméniens de l'Artsakh déjà en temps soviétique. Je ne rentrerai pas, je ne vais pas vraiment trop longtemps par rapport à ce qui a été dit en Turquie, mais j'aimerais que l'on s'intéresse par exemple au discours performatif du président Aliyev, qui sont très intéressants, parce qu'il s'agit là aussi d'apartheid, même si on ne s'intéresse pas qu'au racisme biologique, c'est un racisme structurel qui est appelé, et il y a des termes très importants utilisés par le président Aliyev comme pureté du territoire, ce qui encore doit rappeler quand même des mots très importants de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a un ethnosymbolisme que vient de définir le professeur Taner Akçam, qui voit l'appartenance nationale comme un lien immémorial. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les Arméniens n'ont jamais été non seulement peupler ces territoires, mais ne sont pas à même de rentrer dans la nation azerbaïdjanaise. Donc on voit que ce qui vient d'être dit par le professeur Akçam se retrouve. Et il y a une chose qui est très importante, ce qui a été souligné ici, c'est comment finalement des agents sociaux nationalistes, des acteurs nationalistes, et le professeur a démontré que c'était aussi des institutions juridiques, des institutions sociales, des institutions économiques. Il n'y a pas simplement la violence des armes, il y a d'autres moyens d'utiliser la violence. Donc comment ces agents sociaux nationalistes, en Turquie notamment, et étatiques, eh bien, amènent ou transforment les références identitaires, afin de construire un capital symbolique qui exclut l'autre. Et le problème, évidemment, qu'on rencontre en Turquie comme aujourd'hui en Azerbaïdjan, c'est le nous contre eux. Évidemment, le nous, c'est l'ensemble, soi-disant, des Azerbaïdjanais contre eux, donc les Arméniens.
C'est aussi important, et je pense qu'on va vous laisser après poser des questions, ce qui entraîne aussi une désobjectivation de l'État et des structures étatiques. Ça, c'est très important parce que dans le fond, cela entraîne non seulement la disparition de l'arménien, du juif, du kurde, de la lévi, etc., mais ça entraîne la disparition de l'opposant. Il n'y a donc pas d'opposant. Ça, c'est une chose qui est importante. Je terminerai en disant que la diversité est un problème. Et c'est très certainement ce qui nous oblige aujourd'hui, nous, à réfléchir en tant qu'Arméniens, en tant que tous les citoyens, finalement. C'est cette diversité qui est impossible dans ces deux mondes aujourd'hui, qui est le monde de la Turquie, mais aussi le monde de l'Azerbaïdjan. Alors moi, je voudrais poser une première question, donc on fait ça. Alors, on est toujours étonné quand on lit vos livres, d'abord parce que vous faites un travail, je le répète, sur des archives incroyables. Comment tous vos arguments sont reçus? Il y a une forme est-ce que c'est une forme d'ingénuité de la part du public, on va dire turc ou même international? Est-ce que c'est une méconnaissance des faits? Est-ce que c'est ce travail sur cette mythologie de l'histoire turque? Comment se fait-il que quand on parle à des intellectuels, même turcs, même de gauche, So is it something that how is it received, your arguments? Is it something that is it because they don't know the history? Is it because they're just genuine in nature and it's not stop the questions? Que ce soit aussi bien des intellectuels que notamment des gens de gauche ou des femmes de gauche, par exemple. Is there intellectual people from the left? How do you receive your arguments? I mean, the book made its third edition within 6 months. This is really amazing in Turkish circumstances. Encore une fois, le livre en est à sa 3e édition, ce qui est absolument incroyable dans le contexte turc. I observed the reaction to the book based on ethnic and religious origin of the individuals. J'ai observé la réaction à mon livre en la corrélant aux origines ethniques des lecteurs. Most of my Armenian friends said, this is the story that we know. It's good that you showed us some laws and regulation. We understood now it's not coincidence. They are doing this based on laws and regulations. This is the Armenian response. Donc la réponse des Arméniens a été, on avait déjà cette vision-là. C'est bien que vous nous montriez des textes et des lois qui nous expliquent comment on en était arrivé là, mais on le savait déjà. The Kurdish political groups or intellectuals said, oh, you are okay, this is true, apartheid, but we are worse than Armenians. Donc la réaction des Kurdes a été de dire c'est à quoi ce que vous avez fait, c'est vrai, vous avez raison, c'est un régime d'apartheid, mais nous, c'est encore pire que les Arméniens. As you notice, there is no violence in my presentation. There is no killings. There is no mass atrocities. I excluded all them from my book. Comme vous l'avez noté dans ma présentation et dans mon livre, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'atrocité. Tout ça a été exclu de mon livre. And they give the example, there is no systematic massacres and killings against Armenians during the Republic period, but there is against Kurds. Et donc l'exemple qui a été donné par les Kurdes, qui ont répondu, c'est que justement, il n'y a pas eu de violence commise sur les Arméniens à partir du moment où la République a été mise en place, ce qui n'est pas le cas pour les Kurdes. Among Turkish intellectuals, a kind of a reluctance to accept everything, with the argument, yeah, we see the point, but you know, you are exaggerating a little bit. Concernant les intellectuels turcs, cette fois, la réaction a été souvent de dire bon, on peut comprendre certains des points, mais une forme de réluctance, résistance, et de dire peut-être qu'il y a un peu d'exagération dans ce propos aussi. But I'm 100% convinced that this book will change the entire debate in Turkey.
mais je suis profondément convaincu que ce livre va profondément changer le débat dans son intégralité en Turquie. I gave you the example of Sheikh Said, 1925 uprising, Kurdish uprising, and yesterday and today, this is one of the major debate in social media in Turkey. Could you tell some words about that? Because the rebellion is very important. 1925, a group of Kurds organized an uprising against Turkish state, and Sheikh Said was a religious leader and who was leading this uprising. En 1925, il y a eu une révolte des Kurdes et Sheikh Said était l'un des leaders religieux qui a lidé cette rébellion. In Turkey, in our school books, we were told that Sheikh Said was a religious conservative leader who wanted to establish caliphate and Islamic State in Turkey. Dans nos livres, en Turquie, à l'école, on nous a appris que ce Sheikh Said était un islamiste fondamentaliste qui souhaitait créer la République islamique et l'imposer en Turquie. And we were also taught that Sheikh Said was a Kurdish separatist and they wanted to establish an independent Kurdish state. Et on nous a aussi appris que Sheikh Said était un séparatiste kurde qui avait pour vocation de créer un État kurde séparé de l'État turc. And Sheikh Said is the representative of feudal reactionary powers and against modern civilized Turkish state. So the Turks, this is how we taught in the school, we wanted to bring these civilizations to that people and they reacted against us. You know from the French colonialism all these stories. I'm sorry, could you repeat that? That we bring civilization to these Kurds, and Sheikh Said was the representative of feudal reactionary Kurdish forces. Donc la représentation qui était dans les livres, c'était que le Sheikh Said représentait le caractère féodal et non pas le caractère moderne que la Turquie se donnait pour elle-même et qu'elle voulait imposer. Donc on avait l'impression de ce côté féodal de Sheikh Said. And Sheikh Said was a man in the hand of British imperialists. 1925, when the British wanted to take over Mosul, they used Sheikh Said uprising so that they could control Mosul. These are the old framework that we learned in Turkey. Par ailleurs, aussi en complément, Sheikh Said était aux mains de l'Empire britannique impérialiste, et c'était d'ailleurs grâce à lui qu'ils avaient pu prendre Mosul. And we were also taught, not only in the schools, but critical scholars. A lot of Kurdish critical scholars argued that it was only a group of Sunni Kurdish uprising and Alawites Kurd, Dersim area, I don't know whether you know the area. The Dersim Kurds, for example, Alawites, were against Sheikh Said and they supported state against Sheikh Said. On nous a aussi appris à l'école que le Sheikh, et y compris dans les académiques, les chercheurs, on nous a aussi appris que le Sheikh Said, c'était un mouvement sunnite des Kurdes, mais que les Alevis, les Kurdes Alevis étaient contre lui, et que d'ailleurs, il soutenait l'État. Il soutenait l'État. To your surprise, here what I discovered in my research. The number of Armenians who were hanged during Sheikh Said rebellion were 4. 4 Armenians were hanged for the crime of participating in this Kurdish uprising. Alors vous serez surpris de ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches, puisque c'était l'importance de parler de Sheikh Said, c'est qu'il y avait aussi des Arméniens, que 4 Arméniens ont été condamnés durant cette rébellion, il n'y avait pas donc que des Alevis ou des Kurdes. A huge number of Assyrians,
Christians, they participated in the rebellion, and among around more than 10, 12, 13 names we could find out, they were hanged by the court for participating in Sheikh Said rebellion. Alors il y avait aussi des Assouris, des Assyro-Ghanéens, et on a retrouvé en fait plus d'une dizaine de personnes qui ont été pendues durant cette rébellion. The biggest court case, there were several court cases after Sheikh Said, suppressing of Sheikh Said rebellion. The biggest court case were against Alevites, and were around 500 Alevites were tried, and 8 of them were hanged. Mais la cause la plus importante, enfin ce qu'on a retrouvé le plus important, ce sont des accusations contre 500 Alévites, dont la plupart ont été publiées. And some other detailed information, it is of course a total shock for everybody. And now they are debating in Turkey my new arguments about Sheikh Said. Alors évidemment c'est un sujet important puisqu'on s'aperçoit que dans cette rébellion, il y avait quelque chose qui était une lutte pour l'égalité en fait, et qu'il y avait donc des Arméniens, des Alévis, des Kurdes et l'ensemble de la population. As I said at the beginning of my talk, compare this book, my first book on Armenian genocide, 1992. At that time, nobody knew that I published a book, but this book, as you all agree, opened a new horizon in Turkey. Today, everybody talks about Armenian genocide. My books and Hrant Dink and the others changed the attitude of Turkish society towards 1950. Alors évidemment, en 1992, quand mon livre a été publié, on parle en Turquie très peu du génocide des Arméniens. Aujourd'hui, grâce à des gens comme Hrant Dink, aux travaux du professeur Akşam et d'autres intellectuels, aujourd'hui, non seulement le génocide des Arméniens est discuté en Turquie, mais les sujets qui apparaissent dans ce livre sont aussi discutés. And I assume, I hope, this book will do the same job for the Republic period of Turkey, for a new understanding of Turkish history. Et j'espère que ce livre aura le même effet sur l'historiographie de la République turque que le livre précédent. Alors maintenant, on va vous laisser la parole, les questions. D'abord, je voudrais juste souligner et remercier Mané Van Rink qui a fait tout ce montage pour que vous puissiez aussi accéder en français. Alors, Mané, je ne sais pas si tu es là ou tu n'es pas là. Comment fait-on pour les questions? Est-ce qu'on vous passe le micro? Est-ce que vous faites circuler le micro? Si quelqu'un manage un channel à l'autre. On peut peut-être faire sans micro. Alors, on peut le faire sans micro. Simplement, je voulais dire mon plaisir de vous remercier, professeur, de terminer votre intervention avec le visage de mon ami Randy. Je parle de mon ami parce que la première fois que je l'ai rencontré, nous avons prié ensemble à Ardama. Et ensuite, nous nous sommes baignés dans le lac de Vannes. Et après ça, nous ne pouvions qu'être amis à jamais. Je voulais vous remercier pour cette description de l'apartheid que vous avez faite. Je voulais également, c'est pas une question, mais c'est un témoignage, dire qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui une espérance en Turquie. Je me rends chaque année, le 19 janvier à Istanbul, j'y serai encore l'année prochaine, pour manifester avec la famille de Hrant à la fondation Agos, devant le journal où il a été assassiné, avec des dizaines de milliers de Turcs. Il y avait cette année, le 19 janvier dernier, les 6 partis politiques de l'opposition qui étaient représentés à cette occasion. Et il y avait une formidable espérance. On la comprend aussi, on la voit aussi quand vous dites que votre livre en est à sa 3e réédition en Turquie. C'est simplement voilà, le témoignage que je voulais apporter face à cet apartheid que vous avez très bien décrit. Il y a aujourd'hui une véritable espérance en Turquie. Merci. Est-ce que vous avez, je vois un homonyme? Bonjour, monsieur Kouroujan. Oui, je peux y aller ou... Allez-y, si vous avez la Francis, je pense que vous avez une voix forte. Oui, Manage le profane. Bonjour Alain. Merci
Merci professeur Taner Akçam pour votre travail. Tout d'abord, c'est un travail de longue haleine et je vous en remercie. Plusieurs questions me viennent à l'esprit, je vais essayer d'en faire qu'une seule. Ça serait en lien avec Mustafa Kemal Atatürk. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mustafa Kemal, il ne faisait pas partie du génocide. Il se battait dans les Dardanelles. Et quand il est revenu après le génocide, il a été vu un peu comme la personne sans tâche. Donc c'est pour ça que, de par son prestige et de sa victoire, il a été un peu porté au niveau de la politique. Ma question serait la suivante. Les Arméniens, à l'époque du génocide et avant, étaient traités comme des milliers, dans les vilayettes d'époque. Le fait que Atatürk ait pris le pouvoir... Excusez-moi, je peux vous demander juste de faire des petits points. Ouais, parce qu'il je n'arriverai pas, je suis pas d'accord professionnel, je suis désolé. Le fait que Atatürk ait pris le pouvoir et a souhaité occidentaliser la Turquie, en créant un alphabet latin et en enlevant l'arabe. Est-ce qu'on peut penser qu'il a souhaité conserver les grandes lignes du comité Union et Progrès et créer une démocratie hybride tout en liant l'islamisme turc et l'occidentalisation entre les deux? Merci. I mean, it's already an established fact in Turkey that Mustafa Kemal never intended to establish a democratic Turkey. Mustafa Kemal n'a jamais pensé établir une république démocratique, une Turquie démocratique. There are enough sayings of him. If you are interested, he gave 1921 December a 4-hour talk in Turkish Parliament before the constitution debate on the early constitution, and where he explained theoretically the importance of unity of power, not the separation of power, judiciary, legislature, and so on, the three branches. He gave a 4-hour talk about the importance of unity of power in one hand. So this is his political position from the beginning. Alors, en résumé, en 1921, c'est le fameux discours de Mustafa Kemal Atatürk qui a duré 4 heures au Parlement, avant la discussion sur oh my God, sur la Constitution, merci, sur la Constitution, et il ne voulait absolument pas la séparation des pouvoirs. Donc ça, c'est une chose qui était très importante, c'est la précision sur l'unité des pouvoirs, donc il n'y avait pas de volonté réellement démocratique. Maybe I have to add one more sentence. You all know the term Milleti Hakime and Milleti Sadıka. Milleti Hakime, the dominant nation. This is the term that the Muslims used for themselves in Ottoman Empire. Alors, they were the dominant nation. Il y a deux termes autour du millet, que vous connaissez parce que les Arméniens ont appartenu à un millet. Il y a le millet dominant, des dominants qui est celui auquel les Turcs appartiennent. And all other groups, the Christians, they were Milleti Sadıka. They were the second strata in the society. So they didn't have the equal right as the Milleti Hakime. Ottoman Empire based on a 2-layers society. Muslims, Milleti Hakime, dominant nation, and the Christians and the Jews, they are the suppressed nations. Donc en fait, dans cette politique des milliers, dans cette création des milliers, il y en avait deux, bien évidemment, celui qu'on vient de préciser en premier, le millet des nations dominantes, donc les nations des peuples musulmans, et donc le deuxième millet auquel appartenaient les différents groupes chrétiens, qui est donc une société à 2 étages, une société hiérarchisée dont on a déjà parlé dans la référence. If you read Mustafa Kemal's speeches from that perspective, you will find dozens of statements of him, 1919, 1920, 1921, 1922, where he said publicly and openly, they want the Turks who are Milleti Hakime, who are the Milleti dominant nation, they want us to make slaves, and we are fighting against it. This was their logic.
He wanted to create again a nation state that the Turks are the dominant nation. Donc il y a une possibilité donc, avec la politique ottomane de créer finalement, de préserver la force des groupes musulmans envers les autres. Donc il n'y a pas forcément un grand changement politique, mais plutôt une continuité. Could we call that colonialism idea between the Ottoman Empire and the First Republic? In Kurdish case, they often use the term colonialism. Alors j'ai demandé s'il y avait une volonté de politique colonialiste qui aurait été la continuité de la politique ottomane, et le professeur répond en ce qui concerne les Turcs, c'était ouvertement colonialiste. After Sheikh Said rebellion, 1925, they developed Şark İslahat Planı, the Eastern Reform Plan for the Eastern provinces. And in that plan, this is another secret decree which is published actually, we know them, they wrote clearly that we have to reign, we have to govern this area according to colonial rule. Donc concernant les provinces qui étaient à l'extérieur évidemment de la Turquie, du pays lui-même, il était clairement écrit que l'on devait régner, que l'on devait gouverner ces régions comme des États coloniaux, avec une politique colonialiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Chrétien. Oui, merci. Merci, professeur, pour votre très intéressante communication. Je voudrais porter l'attention sur deux choses. D'abord, les informations qui nous sont données concernant les lois de discrimination négative imposées par l'État turc depuis des décennies sont effectivement des informations très intéressantes. Et elles contribuent d'ailleurs à façonner l'image de ce passé turc qui contribue à la reconnaissance de sa responsabilité historique. Mais ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est de voir ces lois de discrimination qu'on peut qualifier d'apartheid, quelle est leur actualité aujourd'hui, parce que je pense que là, il y a un dossier extraordinaire à constituer, dont on devrait envoyer des exemplaires à tous les pays de l'Union européenne pour casser les velléités d'adhésion de la Turquie à l'Europe. These are all valid laws and regulations, and I'm not a legal scholar. In my book, I called the legal scholar in Turkey to make an exact study of each laws and rules and regulation, and I discussed with a lot of critical legal scholars also. Unfortunately, I had to discover that there hasn't been such a study yet. Alors, évidemment, tout ça est issu de ce traité de Lausanne. Évidemment, je ne suis pas spécialiste du droit international, mais j'ai demandé à des amis qui le sont. Et malheureusement, ce répertoire de lois, ce répertoire de décrets n'a pas été assez étudié jusqu'à présent. Because of the story that the Turks, Kurds, we tell to ourselves. This is my appeal in my book. We have to change the story. Everything starts with storytelling. À cause, évidemment, si on doit rechercher une cause, c'est bien sûr à cause de l'histoire, et surtout à cause de l'histoire que nous, Turcs, nous racontons à nous-mêmes, et c'est finalement l'origine de tous les mots. Just to make sure I translate what he was asking, is there some laws that are actually in effect? That you talk about some laws that are in effect. Is there some laws that are in effect that can be used to show that it's still completely apartheid? Of course, as I said, 1934, the land registry law, it is the law of Turkey today. Oui. Les lois dont on parlait tout à l'heure, les lois de 1923 ou même de 1924, sont les lois qui sont encore en pratique. Alors, une dernière question peut-être à M. Neufly, je vous en prie. D'abord, merci pour vous remercier. Merci à l'organisation de cette soirée. Je ne vais pas poser une question en tant
représentant du maire. C'est notamment pour ça que je suis là et vous savez notre attachement à la cause et à la communauté arménienne. Donc, c'est une question à l'historien que je voudrais poser. L'exposition du professeur Axel l'exposé était très clair et très fouillé, bravo pour le travail, mais j'ai envie de lui poser une question presque d'actualité. On voit, il a beaucoup travaillé sur la question du génocide, il montre comment un projet politique construit sur un génocide forme une apartheid, et au regard de l'actualité, au regard de ce qui se passe en Artsakh notamment, je voudrais lui poser la question, est-ce qu'il pense qu'il y a une fatalité en histoire, tout simplement. Mr. Knopfler is historian. I have to say. It's hard to translate cynicism, but that's not. Of course, you can draw a lot of parallels. What has been going on in Azerbaijan and Artsakh and in Turkey, of course. This is unfortunate history of nation-state building, and the main argument of every nation-state that they create a homogeneous nation that belongs only to one ethnic and nation group, which was never the reality. Alors évidemment, on peut faire beaucoup de parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui en Artsakh, enfin, ce qui s'est passé ou ce qui se passe d'ailleurs toujours en Artsakh ou en Haut-Karabakh. C'est aussi en lien avec la construction des États-nations, et chaque État-nation évidemment a cette volonté, c'est dramatique, c'est comme ça, de l'homogénéité. Et ce qui est finalement, ce qui était vrai il y a à peu près 100 ans, et tout aujourd'hui, avec cette volonté d'homogénéisation des populations. L'hétéronomie est exclue. It is a new phenomenon, I think, after the French Revolution. The people had a lot of difficulties to live together with the different group of people together. Everybody wants to live only with their same group. C'est quelque chose qui est inhérent et qui apparaît donc après la Révolution française. Il est à noter que les différents groupes ont du mal à vivre les uns à côté des autres dans leurs différences, et on souhaiterait toujours vivre avec quelqu'un qui nous ressemble, avec un groupe qui nous ressemble. A state based on heterogeneity is very difficult to perceive in human history at this very moment. Et constater, noter qu'une nation vit sur la notion d'hétérogénéité est quelque chose de très difficile à percevoir et à pointer du doigt. Alors, je vois les présidents de toutes les associations, entre Baron Samson, M. Kurchan, c'est peut-être à vous. D'abord, je voudrais avant toute chose remercier encore une fois le professeur Taner Akçam, qui vraiment est clair avec ce livre. Et aussi, je tiens à préciser, un bon arménien, moitié italien, qu'il y a les livres du professeur Taner Akçam ici. Alors évidemment, pour l'instant, ils sont en turc. Mais je ne crois pas que dans cette salle, ce sera un grand problème pour que les gens puissent les lire. Et la dédicace sera en anglais. La dédicace de Taner Akçam sera en anglais. Don't worry, elle sera en anglais. Mille merci, et je vais laisser la parole à Daniel. Merci. Avant de conclure, quelques minutes encore, s'il vous plaît, juste quelques minutes. Je voudrais m'adresser à Gaël Knopfler et lui demander si, en tant que représentant du maire, il souhaite dire quelques mots de conclusion. Merci. Merci de votre présence. Encore quelques petites minutes pour remercier tous ceux qui ont participé et organisé cette réunion, évidemment.